Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier conférence du SEO Campus. 10 astuces pour gagner du temps sur l'optimisation de vos contenus au quotidien. Donc vous allez voir, je vais donner des choses un peu actionnables et pratico-pratiques. On ne va pas forcément réinventer la roue ici, mais on va essayer d'insister aussi sur des choses qui sont importantes et qui ne sont pas forcément toujours appliquées de mon expérience. Mon expérience, elle vient du fait que je suis Customer Success Manager chez CMJ depuis un petit peu plus de 3 ans et demi maintenant. Donc je fais de l'accompagnement opérationnel à l'utilisation de notre plateforme d'optimisation sémantique. On ne va pas énormément en parler de la plateforme aujourd'hui, on va surtout parler d'astuces. Donc, des outils d'optimisation, vous êtes plusieurs milliers, voire plusieurs millions en fait, à utiliser des outils d'optimisation au quotidien. Donc on va ici décompter un peu quelques astuces pour vous aider à chaque étape d'une stratégie de contenu. On les a divisées, ces étapes, elles sont importantes. Je vous assure que pour avoir beaucoup d'expérience là-dedans et faire de l'accompagnement opérationnel au début, faut beaucoup insister pour remettre un peu de l'ordre en fait, dans les étapes. Elles sont importantes. Les étapes de détection sont souvent ignorées. Avant même la détection, il y a de raccrocher à ses enjeux et ses objectifs. C'est quelque chose qui est parfois oublié dans une stratégie. On va un peu trop vite en besogne. Et donc, une fois qu'on a bien raccordé ces enjeux, qu'on a bien raccordé ces objectifs, on passe aux phases de détection. Détection d'opportunités, détection de mots-clés, et évidemment, analyse de la concurrence, je vais en reparler tout après. Il y a l'étape de planification aussi qui est super importante, évidemment, une fois qu'on a détecté des mots-clés, c'est on va les planifier. On va les planifier de manière intelligente et on va aussi structurer ça sur du temps long et pas essayer de faire des one-shots en 3 jours. Et on va aussi faire en sorte, tout simplement, d'avoir les capacités de production. Parce que si je détecte 5000 opportunités, mais que j'ai 2 rédacteurs et que j'ai 6 mois pour bosser, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche forcément pas. Donc on essaye d'être réaliste et on remet de l'ordre dans tout ça. Et ensuite, on peut passer aux phases de production à proprement parler, donc la génération des contenus. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on va publier les contenus, on va évidemment suivre nos KPI. Donc on revient en fait sur nos enjeux et nos objectifs et on mesure finalement si ça fonctionne. Ça c'est un peu la base, c'est important de la rappeler parce que je vous assure, c'est pas le cas partout, vraiment pas. Donc il faut toujours se raccrocher à ça et tenir ça comme guideline permanente. Donc aujourd'hui, on va avoir plusieurs petites astuces, on les a divisées en 10, donc la création d'un cocon sémantique, les pages e-commerce, le boost de conversion, choisir un mot-clé, le helpful content, etc., etc. Je ne vous les détaille pas toutes, elles sont toutes à l'écran, puis on va en parler juste après. Donc la première, dans l'objectif de détection et de planification ici. Si vous êtes bloqué en première page de Google, ça arrive à énormément en fait de gens. Première page de Google, souvent en bas ou le haut de la page 2. Ça c'est un grand classique, hein. Vous êtes premier mais de la page 2, ce qui sert du coup strictement à rien. C'est super, on a une première position mais c'est pas la bonne page, c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous avez deux possibilités généralement en SEO. La première, ça va être la campagne de netlinking. Ça, c'est une chose. C'est très cher, les campagnes de netlinking. Donc, si on n'a pas les moyens de mettre en place ces choses-là, il y a une très, très bonne astuce qui est la création du cocon sémantique. C'est là que le cocon sémantique, il intervient et qu'il est important. Parce que si vous faites en fait un cocon sémantique, vous allez, comme avec une campagne de netlinking, chercher de la popularité. Mais c'est de la popularité de votre site. C'est de la popularité interne qu'on va chercher par rapport à ça. C'est du PageRank interne, on va appeler ça. Donc, on va passer par la phase de cocon. Alors, petite question comme ça, juste à l'audience, qui sait et a déjà appliqué vraiment un cocon sémantique? Vous n'êtes pas beaucoup. Et c'est super important. Et vous n'êtes pas beaucoup parce que ça peut être complexe, en fait, la création d'un cocon. Moi, pour avoir fait beaucoup d'accompagnement, j'ai parfois eu des cas clients qui m'ont dit « Michel, j'ai créé un cocon, j'ai pris des pages de mon blog qui avaient une correspondance sémantique avec ma page stratégique et j'ai fait des liens. » Et là, je suis obligé de dire « Je suis désolé, tu n'as pas fait un cocon sémantique, en fait. Tu as fait du maillage interne. C'est très bien, mais ce n'est pas un cocon. » Les enjeux du cocon sémantique, c'est ça. J'ai pris l'exemple en fait ici de la perceuse et on va décliner en fait des pages informationnelles autour de la thématique de la perceuse. Ma page stratégique, évidemment, c'est ma page perceuse et on va ici définir en création d'articles quelles sont les meilleures perceuses, comment on va choisir une perceuse à percussion, comment on va choisir une perceuse visseuse, comment choisir des forêts, comment percer du carrelage, comment percer un mur en béton. On va répondre en fait finalement à toutes les questions en fait que les internautes se posent. Je vous ai mis un exemple ici, je l'ai fait notamment
dans notre plateforme d'optimisation sémantique, où ici, dans idée de contenu, on fait exactement ça. J'ai classé par article notamment, et on voit qu'on a les 7 meilleures perceuses, mais on a aussi comment bien choisir une perceuse, quelle est la meilleure perceuse, etc., etc. Donc on va retrouver ça. Des outils pour créer des cocons, il y en a plein, vous en connaissez très certainement. Vous allez pouvoir aller chercher avec des outils comme Answer the Public, du SEMrush, du Ahrefs, du SEMJ. Vous en avez énormément en fait des outils. Mais le problème d'un cocon, c'est ok, je vais créer un cocon, mais quelle est ma capacité de production par rapport à ça? Et qu'est-ce que je dois faire pour bien ranker et pour remonter dans la page de Google? Il va falloir challenger en fait ce que vous avez en face de vous. Si vous êtes en bas de la première page de Google ou en haut de la deuxième page, vous regardez notamment la production qui est faite face à vous par la concurrence. Comment on peut faire ça? Hop, je reviens ici. Vous dimensionnez votre cocon, parce que ça ne sert à rien de se dire ok, je vais faire un cocon, je vais faire 5 contenus. Si en face de vous, les 9 premiers résultats, ils ont un cocon sémantique sur la perceuse de 80 contenus chacun, vous ne montez pas. C'est juste mathématique. Donc, ici, moi, j'ai mis un exemple d'outil que j'aime bien utiliser pour le dimensionnement d'un cocon sémantique, c'est Ahrefs. Ici, on ne le voit pas, en fait, si on le voit sur la slide, il y a leur logo, donc Ahrefs concurrent de SEMrush, outil d'analyse SEO, et je passe en fait par le Content Explorer. Le Content Explorer, c'est un outil très méconnu en fait d'Ahrefs qui est extrêmement pratique, et on peut filtrer. Et en fait, on va par exemple filtrer, vous voyez, là je suis sur par exemple vélo électrique ici dans l'exemple, et en fait, vous voyez à droite de mon mot-clé, j'ai le In Content. Donc je demande en fait à Ahrefs qui me montre en fait tous des contenus où vélo électrique est dans le contenu, pas dans le titre de la page. Pourquoi? Parce que sinon, je sors que les pages produits si je fais ça. Donc ça marche pas. Donc je vais aller chercher plutôt dans le contenu. C'est pas parfait, mais ça marche bien. Ça marche bien, pardon. En publication date, je mettrai par exemple les 12 derniers mois. Ce qui va m'intéresser, c'est leur production sur les 12 derniers mois. Et après, je vais encore filtrer, je vais bien demander website, que vous voyez là, pour ne pas aller chercher les pages, mais uniquement les sites. Et on va voir que, par exemple, j'ai le total page de cyclable.com qui a énormément de contenu sur la thématique. Après, là derrière, ça ne va pas être parfait, il va falloir encore trier. Il y aura évidemment un travail manuel, on ne pourra jamais tout automatiser, mais j'ai défriché déjà une grosse partie des choses et je vais pouvoir aller regarder en fait tout simplement les contenus qui ont été produits par Cyclable. Et là, je vais pouvoir en fait du coup avoir un peu des idées d'architecture sur mon cocon. On va voir qu'on a un dossier tout sur le vélo à assistance électrique. On va voir qu'on a tous les conseils pour protéger son vélo électrique en hiver, etc., etc. Et on va aller regarder en fait tout simplement. On va analyser la concurrence. On va benchmarker. On fait du SEO, donc on va benchmarker ce que feront les concurrents. Et ça va être super important. Vous allez voir qu'après, je vais vous montrer qu'on ne va pas faire non plus que s'inspirer de la concurrence, on va aller plus loin. Il y a d'autres notions par rapport à ça. Mais ça, par exemple, ça c'est un outil que nous, on utilise énormément au quotidien, que nos chefs de projet vont utiliser énormément au quotidien. On va faire des exports là-dedans, on va trier, on va retirer en fait tout ce qui est produit commercial, transactionnel, on va garder tous les contenus informationnels, et à partir de là, on a une idée de combien ils ont produit de contenu informationnel là-dessus. On va pouvoir s'ajuster, on va en faire plus. Et on va en faire plus, et on va aller les chercher en fait comme ça. C'est pas forcément miraculeux, c'est pas magique, il faut voir aussi l'autorité de domaine de Cyclable. Vous voyez que le DR, c'est le domaine rating, il est de 65, c'est très bien, mais on peut aller chercher plus en créant de l'autorité, puisque c'est le principe en fait du cocon sémantique, c'est d'aller chercher de la popularité, de gagner en autorité aux yeux de Google. Vous devenez référence en fait sur le sujet, sur la création d'un cocon. Je pense que dans toutes les salles de conférence, en même temps ici, tout le monde dira toujours de créer des cocons, mais c'est vrai, c'est réel, ça marche, c'est vraiment des mécaniques qui fonctionnent extrêmement bien. Et après, à challenger avec les capacités de production, mais c'est évidemment très très important de non seulement créer le cocon sémantique, mais surtout de bien le dimensionner. Ça, c'est vraiment la clé, donc je vous invite à bien regarder ça, et après, potentiellement venir nous poser des questions là-dessus tout à l'heure, sur notre stand. La deuxième astuce, si vous avez besoin de booster des transactions, c'est de faire attention à la création des pages e-commerce qui peuvent manquer à votre site. Ça arrive souvent aussi, c'est des cas. Tous les cas qu'on montre ici, c'est des cas que nous, on a rencontrés en réalité. Donc, si vous n'avez pas créé l'ensemble des catégories produits e-commerce, vous allez rater quelque chose. Typiquement, vous êtes dans le business du sport et de la rando, vous travaillez la thématique et la catégorie sac à dos de randonnée, c'est très bien parce que vous avez divisé hommes et femmes et qu'il y a des recherches par rapport à ça, mais il vous manque des choses en fait. Ici, il vous manque des choses.
Ce qui va vous manquer, c'est typiquement le sac à dos isotherme randonnée, enfin un coucou à Decathlon, qui a vraiment généralisé le sac à dos randonnée isotherme. Je leur fais d'autant plus coucou qu'ils sont clients chez nous, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi les capacités, donc sac à dos de randonnée de 30 litres, de 40 litres, les soldes pour les gens qui vont chercher des contenus des sacs un petit peu moins chers. Mais voilà, il faut essayer de bien couvrir ces choses-là par catégorie, là où il y a vraiment de la recherche. On aurait pu mettre sac à dos randonnée pour enfants, j'avais envisagé de le mettre dans la slide, mais il n'y avait plus la place. Il y a plein de choses en fait qui sont recherchées par rapport à ça et qui vont être très importantes ici. Et de ne pas en faire des sous-catégories, mais des vraies catégories donc, qui vont parler en fait aux internautes au-delà du sac à dos randonnée. Et au-delà de ça, on va si on est vraiment, si on a des intérêts business là-dessus, on raccroche à la première recommandation et on peut faire des cocons évidemment sur le sac à dos de randonnée. Ça va être très intéressant de faire du cocon, du contenu informationnel, d'aller travailler là-dessus, les meilleurs sacs à dos de randonnée, les astuces, voilà, pour pas avoir mal au dos. Enfin, il doit y avoir plein de choses par rapport à ça où on pourrait utiliser en fait ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc super important. En troisième, si vous avez besoin de booster les conversions, et ça, je vous assure, c'est super important. Moi, j'accompagne énormément de clients sur lesquels on a énormément d'enjeux à faire de la pédagogie sur booster les conversions. Souvent, on fait des contenus, on ne raccroche pas forcément au potentiel de conversion. Je pense à ça parce qu'on a chez CMJ ce qu'on appelle un workshop. Dans mon métier au quotidien, on fait ça, on anime des ateliers avec nos clients et on a par exemple un workshop sur le content mapping. Et le content mapping est très intéressant aussi parce qu'il permet de raccrocher le SEO au funnel de conversion et au persona, ce qu'on ne fait pas souvent finalement en SEO. Donc c'est super important parce que c'est ce qui va aussi permettre de booster les conversions. Mais du coup, si on fait ça, on va forcément optimiser nos pages à fort potentiel. J'ai pris un exemple volontairement éclaté ici. Pourquoi éclaté? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'EAT, ça n'existe plus. C'est le EAT en fait maintenant. Donc si on prend ici le site de CMJ, nous on est en retard en fait par rapport à ça, par cette page. Pourquoi? Parce qu'on parle d'EAT et plus de EAT. Donc en SEO, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir forcément optimiser cette page. Cette page, pour nous, sur notre site, elle a de gros enjeux. Donc on a mis des call to action, évidemment. Encore une fois, ça peut paraître évident, mais je vous assure, pour avoir vu un tas de sites, qu'il y a beaucoup de sites avec des enjeux de conversion qui ont des call to action complètement éclatés, qu'on ne voit pas, qui sont très mal mis, et avec des gens qui viennent dire j'ai un énorme trafic et je ne comprends pas, je ne fais pas de conversion. On regarde la page en 2 secondes et on comprend le problème. Et j'aime bien parler de mes collègues, donc on a notre BU Service chez CMJ qui fait ça. Ils ont un audit Conversion Rate Optimization qui est très bien et qui permet de lister en fait à leurs clients en fait tout simplement ce qui ne va pas et leur donner des points d'amélioration. Il y a d'autres outils, mais je sais qu'il y a des outils d'automatisation en fait qui donnent des guidelines par rapport à ça. J'ai plus le nom en tête, mais qui permettent aussi de faire ça et de dire vos call to action, ils seraient mieux là, etc. Donc ça c'est super important. Au-delà de ça, il faudra bien les optimiser en contenu, évidemment, ces pages. On va toujours raccrocher ça au contenu. Ça va être super important. Mais, et petite astuce sur les call to action, je ne sais pas si vous le savez par exemple, mais si vous pratiquez un peu ce type de pratique en termes de mise en page, généralement, les call to action, on a tendance à commencer par un verbe. En fait, on commence presque toujours par un verbe parce qu'il a été prouvé par A/B testing qu'en fait, quand un call to action commence par un verbe, il y a plus de clics en fait dessus, tout simplement. C'est pour ça que vous allez toujours voir des essayer, prendre rendez-vous, ce genre de choses. Et en fait, généralement, c'est ce qui marche le mieux. Et tous les sites qui font des A/B testing là-dessus ont tendance à le constater. Donc comment on fait en fait tout simplement, vous voyez, ici j'ai mis tout savoir sur le EAT. Du coup ici j'ai corrigé parce que je fais une optimisation en fait du contenu. Donc je parle de EAT et j'ajoute bien cette fameuse notion d'expérience que Google a ajoutée de mémoire en fin d'année dernière, en réponse à l'IA évidemment, puisque si on met de l'expérience, on sait que l'IA elle peut pas faire de l'expérience. Donc c'est pas innocent de la part de Google. Au moment où l'IA arrive, l'expérience arrive et c'est logique. L'interview, ce genre de choses, ou tout simplement raconter l'expérience qu'on a vécue. Donc si on optimise notre contenu, on va pouvoir gagner des conversions et mécaniquement, des positions, et si on gagne des positions, il y a des chances qu'on fasse des boosts de conversion par rapport à ça. Donc jamais négliger l'identification des pages à fort potentiel et leur optimisation, super important, et éventuellement, encore une fois, on raccroche à la première recommandation et envisager la création de cocons sémantiques. Mais si vous générez déjà des conversions, on va partir du principe que si vous en générez, vous pouvez en générer plus. C'est comme nous, dans la plateforme, par exemple, on classe les pages par potentiel de clics, on montre des pages qui ont déjà pas mal de clics en estimant qu'on peut aller en chercher encore plus en améliorant leur position. C'est la même chose ici, j'améliore les positions sur une page où je génère des conversions. Si j'améliore mes positions, mécaniquement, a priori,
j'augmente aussi mes conversions. En quatrième, comment choisir le bon mot-clé principal? Repérer l'intention de recherche dominante. Encore une fois, ça peut paraître évident, ça n'est pas tant que ça, on voit beaucoup d'erreurs. Je vais raconter une anecdote que j'aime bien raconter. Je ne les mentionnerai pas, ce serait méchant pour eux, mais j'avais au tout début de mon poste chez SMJ un site dans la tech qui avait travaillé la requête coronavirus pour un... Ouais, voilà, ça fait rire évidemment parce qu'on était à l'époque du Covid, hyper important pour Google. On est clairement dans de l'EAT avec coronavirus parce qu'on va aller sur du site santé. Le site tech avait zéro chance en fait de ranker là-dedans. Moi j'ai vu ça dans sa plateforme, j'ai automatiquement appelé mon client en disant faut pas faire ça en fait, il faut jamais faire ça, c'est une erreur. Ta Topical Authority, elle est sur la tech, c'est là qu'elle est. Donc si tu commences à faire du coronavirus, tu ne vas pas y aller parce que mon client Santé Magazine, il peut faire ça. Notre client Santé Plus, il peut faire ça. Mais un site dans la tech ne peut pas faire ça. La Topical Authority, si vous ne connaissez pas le principe, c'est aux yeux de Google votre légitimité sur un sujet. En fait, tout simplement, elle est très identifiée. Il y a des cas où un site peut sortir de cette Topical Authority. On le voit notamment avec jeuxvideo.com qui en sort totalement et qui rank extrêmement bien, par exemple, sur un Discover. Mais ce n'est pas habituel. Donc, faut en être bien conscient et ne pas faire n'importe quoi. Je vous raconte un autre cas, site dans la communication qui faisait des kakémonos notamment, et qui s'est mis en période de Covid et en période un peu de crise économique à se dire je dois élargir finalement mes potentiels en fait, de vente. Et il s'est mis à vendre des capsules de café Nespresso. Donc, il n'a jamais ranké, en fait. Il a juste jamais ranké parce que ça ne marche pas, évidemment. Donc, voilà, niveau intention de recherche et puis Topical Authority ne fonctionnait pas du tout. Donc, quand on travaille une requête, on analyse l'intention de la page de résultat Google. C'est quelque chose sur lequel moi j'insiste toujours énormément avec tous mes clients. C'est avant même de commencer une optimisation, et encore une fois, c'est très rarement un réflexe, avant même de commencer une optimisation, vous analysez le top 10 de Google, c'est ultra important. Est-ce que vous êtes légitime à aller sur cette page? Peut-être ça vous tente en fait d'y aller et d'aller sur ce mot-clé, mais vous allez peut-être rapidement vous apercevoir que vous avez en réalité aucune chance. Comment on repère ça? Vous travaillez sur de l'informationnel parce que vous êtes un site informationnel, il n'y a que du transac en face, vous ne rankerez jamais. À l'inverse, ça va être exactement la même chose. Si vous êtes une petite marque qui se lance parce que vous faites, je ne sais pas, du produit vaisselle de haute qualité écologique et éthique, et qu'en face vous avez que de l'Amazon, du Cdiscount, ce genre de choses, du Carrefour ou du Auchan, ça va être très très compliqué d'aller sur des top 10 comme ceux-là. C'est tentant, moi j'ai eu des cas comme ça avec des gens qui m'ont dit je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas y aller. Voilà, il y a quand même des limites et on ne peut pas affronter les mastodontes comme on veut. Donc on analyse aussi bien l'intention de recherche. Sur une page, si on voit 80% de contenu informationnel alors que nous, on veut faire ranker une page transactionnelle, il faudra se poser des questions. Si par contre, on est bien sur un contenu informationnel, on repère ça, on se dit « Ok, je peux y aller ». Si je fais ranker ma page catégorie, ok, si j'ai des pages catégories en face, c'est bon. Mais on raccroche à l'intention de recherche. Donc, pour rappel, parce que je pense que vous le savez tous, les intentions de recherche, c'est transactionnel, informationnel et tout simplement navigationnel pour la troisième. Et après, il y a les notions intention de recherche commerciale, comme va l'afficher un SEMrush, par exemple, qui ont un peu plus de subtilité. Mais toujours, le bon conseil, c'est regarder bien le top 10. Allez pas regarder la page 2 pour voir si finalement quelque chose est raccord. S'ils sont restés en page 2, il y a une bonne raison. Donc, regardez le top 10. Toujours penser face aux concurrents en SEO, c'est vraiment la clé. Il ne faut pas sortir de là. Et ça, c'est super important parce que ça aussi, c'est récent. La cinquième astuce, c'est le Helpful Content de Google. Donc, tout va commencer par l'angle et le plan HN du contenu. Donc, comment on va faire un contenu en fait, qui répond à ce que demande maintenant Google, un contenu qui est utile et informationnel. C'est d'ailleurs un des enjeux. Pareil, ça parle beaucoup d'IA en ce moment partout. C'est aussi un enjeu pour l'IA de faire un contenu qui soit utile. Google a d'ailleurs dit que l'IA, si elle fait un contenu qui est utile, informationnel et qui peut aider les internautes, Google n'a rien contre. Donc ça, c'est important. Et forcément, Google n'a rien contre puisqu'il développe de l'IA aussi. Donc il n'est pas bête, en fait, là-dessus. Donc, mais on va commencer par l'angle et le contenu. Et ici, on ne va pas regarder le top 10, en fait, sur l'angle et le contenu pour un helpful content. On va plutôt regarder le top 3. Et on va se raccrocher au top 3. C'est quoi leur bonne pratique, en fait, là-dedans? Donc, on va analyser, en fait, le plan HN, en fait, du top 3 et regarder ce qu'ils ont fait. Alors, au-delà de ce qu'ils ont fait, vous allez dérouler, par exemple, le contenu. Je vous montre en 2 secondes, si je peux, et si ça marche, en fait, dans notre plateforme. C'est pas pour montrer la plateforme particulièrement, c'est juste pour vous montrer comment on fait,
notamment, et comme moi je le montre notamment à mes clients quand je les accompagne au quotidien, c'est je prends par exemple ça, ici, vous voyez, je suis dans l'onglet concurrent d'un contenu, hop, et je déroule son contenu. Et là, j'ai une très bonne idée de la structure à chaîne en fait, qu'il a développée, et ça va tout de suite en fait, me permettre en fait, de m'en inspirer. Si j'ai déjà mon plan de contenu, de confronter, qu'est-ce qui me manque en fait, là-dedans, qu'est-ce que lui, il a traité pour être en top 3 et que moi, je n'ai pas. Donc, je vais m'en inspirer et je vais regarder ça. Donc, on analyse bien le plan à chaîne du top 3, on se donne les moyens de faire mieux. Et là, je vous donne une astuce qui est super intéressante aussi, c'est on analyse, on regarde ce qu'ils ont fait, mais on va aussi regarder ce qu'ils n'ont pas fait. En fait, ça, c'est super intéressant. Si moi, j'ai quelque chose, je sais qu'il y a de l'intention de recherche derrière, je sais qu'il y a du volume de recherche, je vois qu'ils ne l'ont pas traité, c'est ce qu'on appelle la notion de gain d'information. Elle est extrêmement importante pour Google, la notion de gain d'information. Donc, au-delà de, ils ont ranké, donc je m'en inspire, j'apporte quelque chose en plus, c'est une clé pour rentrer dans le top 3. Et on peut l'identifier, notamment vous prenez dans le top 3 et vous regardez toutes les correspondances, les dénominateurs communs du top 3 et on voit très vite ce qui manque en fait en réalité. Et après, il faut faire aussi un peu une part d'analyse soi-même pour regarder finalement ce qui manque en fait tout simplement dans leur contenu. Là aussi, en fait, je vous montrerai une petite astuce dans notre plateforme qui permet de le faire, mais il y a plein de manières de le faire. Donc, 6e astuce, comment est-ce qu'on crée un contenu qui se démarque ? Donc c'est exactement ça, et ça va servir en fait sur l'astuce 6, on va détecter des sujets qui sont peu exploités par les concurrents. Ça, c'est notre matrice concurrentielle en fait dans la plateforme, elle sert à ça. Donc on appelle matrice concurrentielle Heatmap, elle a plusieurs noms. C'est un outil qui est formidable, sur lequel on affiche ça sur les intentions de recherche et sur nos termes associés. Et en fait, quand vous voyez que c'est écarlate, c'est que une intention de recherche est très travaillée par un site du top 10. Donc on va le voir par exemple sur technique de permaculture, on voit que la 2e position, il le travaille beaucoup. Mais on a des zones blanches. Et en fait, ces zones blanches, c'est là où c'est pas du tout travaillé en fait par un site. Ça, c'est super important parce que du coup, on a vraiment une visibilité finalement sur là où il travaille énormément et là en fait où il travaille pas en réalité. Et c'est presque le plus important, c'est où est-ce qu'il travaille pas quelque chose, parce que c'est là-dessus qu'on va aller se positionner, et notamment pareil sur le top 3, on va le regarder, on va raccrocher à l'astuce 5 et on va énormément travailler par rapport à ça. On va voir que sur permaculture tomate, quasiment personne ne le travaille. Peut-être qu'il y a quelque chose, parce que finalement, sur le volume de cluster, on voit que j'ai quand même 260. J'ai peut-être quand même de l'opportunité à aller chercher, puisque personne ne le faisait. À voir si c'est finalement dans mes enjeux. Et permaculture, c'est pas très travaillé. On voit que là, en fait, il y a énormément d'opportunités. Bon, si vous travaillez sur assurance auto, je vous assure que tout est écarlate. Là, pour le coup, ça va être plus compliqué de trouver des choses où il manque, en fait, parce que là, évidemment, tout le monde travaille très fort. Ils sont 40 à essayer de rentrer dans un top 10, donc c'est plutôt logique. Mais sur permaculture, on va voir qu'on a beaucoup plus d'opportunités. Cela dit, ici, on n'ira pas chercher la première position. Je pense que vous savez tous pourquoi. Si vous voyez le logo, c'est Wikipédia, donc ce sera très très compliqué. Et il y a deux choses à savoir avec Wikipédia. S'il est en première position, on ne le déloge pas. Et on n'essaye pas de s'aligner non plus sur sa longueur de contenu, ça ne sert à rien. J'ai déjà vu des contenus Wikipédia de 33 000 mots. Donc faites jamais 33 000 mots pour aller concurrencer Wikipédia. C'est une très mauvaise chose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à nos clients. C'est pour ça que dans la plateforme, on peut désactiver des recommandations. On leur dit, si vous voyez Wikipédia, désactivez-le. Parce que vraiment, faut pas essayer d'aller le chercher, ça n'a pas de sens. Tout comme un point gouv, on n'essaye pas trop en fait généralement de challenger un point gouv, ça sert pas à grand chose. De toute façon, même si on arrive à le déloger, il reprendra la place très vite finalement. Donc hyper important pour ça. Mais vraiment, au-delà de j'analyse la concurrence et je reprends leurs bonnes pratiques et j'essaye de m'aligner sur eux parce qu'ils ont ranké, on va aussi chercher toute la notion en fait de gain d'information. Elle est très apprécié de Google. Si on ajoute quelque chose qui manque, il va vous aider à ranker. Et c'est vraiment ça une astuce pour le top 3. Si vous êtes 4e, 5e position, vous vous demandez pourquoi vous ne rankez pas en top 3, ajoutez de l'information manquante du top 3 et vous verrez, ça va vous changer la vie. La 7e astuce, c'est comment on génère un plan de contenu. Il fallait bien que j'en parle de l'IA, forcément, c'était évident qu'on allait en parler à un moment. Donc, on a de l'AI Writing dans la plateforme, donc ça, c'est au service de l'idéation. C'est important que je le dise, chez CMJ, on a une approche très forte avec nos utilisateurs là-dessus. C'est surtout ne générer jamais un contenu à 100% avec de l'IA. Ne faites jamais cette erreur. C'est vraiment un truc qu'il ne faut jamais faire.
on insiste toujours, nous on est des gros profils rédactionnels. Moi je suis un ancien journaliste, hein, donc probablement je suis assez bien placé pour en parler. On va jamais générer de l'IA à 100%. D'abord, il y a des gens qui ont prouvé que c'était pénalisé par Google. Pas mal d'experts SEO qui ont lancé des tests au mois de décembre dernier à l'arrivée de ChatGPT ont constaté les chutes à partir du mois de mars. En revanche, si vous utilisez l'IA pour vous aider à produire mieux, à produire plus vite, et tout simplement à décompter des idées quand vous ne savez plus quoi écrire. Je vous donne un cas. On était en conférence à Paris avec un de mes clients qui expliquait qu'il a travaillé une journée complète sur un prompt complexe pour certaines pages. Donc ça paraît énorme de travailler une journée. Ça lui a fait gagner 4 mois de travail. En réalité, cette journée en fait à travailler à ça pour générer des plans de contenu très précis sur toutes ces pages. Au final, lui fait gagner un temps mais phénoménal. Mais tout dépend de comment on travaille avec l'IA. Si on clique simplement et qu'on fait de la génération de texte ou qu'on fait un prompt, rédige-moi un texte, en une petite phrase, ça ne fonctionne pas. Le prompt, ça s'apprend et l'IA, ça se dompte et ça se maîtrise. Donc il va y avoir beaucoup de choses par rapport à ça et donc ça va être important. On peut par exemple, ici c'est notamment dans la plateforme, on va pouvoir générer en fait du plan de contenu. Je ne vais pas forcément vous le montrer pour ne pas être trop promotionnel et parce que j'aime pas ça, j'en parlais tout à l'heure. Mais les A-Writing par exemple dans la plateforme de CMJ vous permettre de générer du plan, de générer de l'introduction dans des textes courts qu'on raccroche directement à un chaîne. On va permettre de générer des termes associés donc pour donner des idées en fait tout simplement à nos utilisateurs dans les paragraphes. Dans la V2 que notre équipe R&D est en train de développer, on va pouvoir placer le curseur en 2 paragraphes, elle va faire le lien entre le premier et le lien entre le deuxième. Donc elle va générer un texte intermédiaire en fait. Et encore une fois, on va dire, attention, reformulez, mettez votre tone of voice, ne mettez pas uniquement en fait ce que l'IA vous dit. Et on peut reformuler avec l'IA, d'ailleurs on peut lui dire, reformule dans un autre style, plus punchy et tout, ça marche bien ça avec le conversationnel. Parce que là, ce que je vous montre, c'est de la générative, donc de l'IA générative, et à côté, celle dont on entend énormément parler, ChatGPT, etc., c'est de la conversationnelle, c'est celle qui se souvient du texte qu'on a généré, etc., et on peut vraiment travailler sur des prompts complexes. Il faut utiliser les deux. Nous, on a les deux, on a les A-Rating dans l'éditeur de la plateforme, et on a du conversationnel dans notre extension Chrome. Donc hyper important. Et après, vous pouvez utiliser évidemment d'autres outils. Je suppose des gens ici qui sont abonnés à ChatGPT, qui l'utilisent directement sur le site d'OpenAI. Mais le message avec l'IA, c'est formez-vous. En fait, formez-vous à faire des prompts. Nous, on se forme en permanence par rapport à ça. Il y a notre cofondateur Nicolas Nguyen qui est en train de faire une conférence en ce moment sur l'analyse de la performance de contenu, qui est un fou en fait de l'apprentissage de prompts et qui passe des journées entières et qui nous sert en fait ce savoir-là. Et je vous assure que le gap, une fois que vous êtes formé à faire des prompts complexes, ça devient démentiel et on commence à voir l'intérêt. Et au-delà de ça, l'IA, moi je m'en suis servi notamment pour cette présentation. En fait, elle m'a aidé en fait, à rédiger tout simplement des listes à puces, ce genre de choses. J'utilise sur toutes mes présentations en fait l'IA et elle me fait gagner un temps fou, 50% à peu près l'évaluation de temps que je gagne par rapport à ça. Et là, Google ne l'a pas encore ajouté dans Slide. Le jour où il l'ajoute dans Slide, moi je suis refait en fait. Donc aux États-Unis, ils l'ont. Sur les Google Workspace, ils l'ont il y a un rollout qui est en cours, mais nous on l'a pas encore malheureusement. Et c'est pareil, vous allez les retrouver dans Outlook, dans Excel, vous allez les retrouver dans OneNote, vous allez les retrouver partout, puisque Microsoft est en train de faire des ajouts aussi dans la suite Office. Donc les deux sont en train de se battre très fort. Et puis, ça ne vous a pas échappé, vous avez aussi l'IA qui arrive dans Google bientôt, évidemment, vous l'avez vu, avec Google Bard, et j'imagine que certaines personnes ont déjà testé Google SGE, comme nous, on le fait au quotidien. Donc voilà, ça peut aider sur le plan de contenu. Nous, dans la plateforme, on a un bon truc aussi par rapport à ça, c'est que comme elle est raccrochée aux intentions de recherche, en fait notre équipe R&D, ce qu'elle a fait avec l'IA dans la plateforme, c'est qu'elle raccroche à des volumes de recherche. C'est ce que l'IA ne sait pas faire en fait. Si vous travaillez avec du ChatGPT, petit exemple, quand ChatGPT est arrivé sur le marché, premier truc qu'on a regardé avec notre product owner Julien Jancelin, je me suis assis à côté de lui, j'ai fait, est-ce qu'on peut regarder si elle peut donner des volumes de recherche? Donc on lui a dit, fais-moi une liste de 20 mots-clés et donne-moi le volume de recherche. Elle me met une liste de 20 mots-clés, elle donne le volume de recherche. On a pris SEMrush, on a pris Ahref, on a regardé les mots-clés, les volumes de recherche. Rien à voir. Là, l'IA parfois me donnait 8000, SEMrush donnait 20 en volume de recherche. Parce qu'en fait, elle raconte juste n'importe quoi. Et elle raconte n'importe quoi avec un énorme aplomb, en fait. Elle peut mentir de manière tout à fait comment dire, péremptoire. Et donc, il faut s'en méfier, évidemment. Et nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est ça, dans la plateforme, vous générez quelque chose, c'est raccroché à nos intentions de recherche, c'est raccroché à un volume de recherche. Donc,
on affiche quelque chose qui a du sens en fait par rapport à ça. Et en fait, comme on donne un content score dans la plateforme, vous le voyez, vous générez un plan de contenu avec ce qu'il y a dans la plateforme, le content score monte automatiquement. Et après, c'est pas parfait, faut décompter, reformuler, etc., etc. Ça reste de l'IA. Et donc, il faut toujours avoir de l'humain derrière. La 8e recommandation, c'est comment on vise le maximum de trafic pour chaque contenu. Ça, c'est la notion de content score qu'on retrouve dans un tas d'outils. Évidemment, moi, je vais raccrocher à notre plateforme, mais avec une subtilité. Quand on accompagne un client sur la plateforme chez CMJ, on lui dit vous atteignez 75 de content score, donc score de contenu, validé avec des recommandations SEO, et vous pouvez le publier. Mais vous avez tout intérêt à faire beaucoup plus que ça. On va vous le valider, on va vous dire c'est OK à 75. Mais on a des études. Et en fait, cette étude, vous l'avez, on vous l'a donnée, et c'est dedans, en fait, c'est expliqué. On a fait une analyse sur 520 000 contenus, 50 000 SERP. Ça a été fait notamment pour une conférence du SEO Camp de septembre, en fait, pareil, de notre cofondateur Nicolas Nguyen. Et ce qu'on a constaté, c'est les contenus dans notre base, en fait, quand ils ont plus de 90 de content score, qu'on a des clients modèles, en fait, qui font vraiment un énorme travail, trafic x2. Par rapport à des contenus qui seraient optimisés avec des content scores inférieurs à cette tranche de content score. Donc c'est énorme, c'est colossal. On s'y attendait absolument pas quand on l'a fait. Donc vous aurez le détail en fait dans la super étude de contenu qu'on vous a donnée et je vous invite vraiment à la lire parce qu'elle est phénoménale et c'est vraiment basé sur tous les contenus qu'on a dans la base de données de CMJ. On a plein de choses par rapport à ça. Est-ce que finalement on fait réellement plus de gains quand on est en position 1 par rapport à une position 0 ? Vous le verrez, ça y est aussi. On a pas mal de data. L'avantage, c'est que ce n'est pas de la data qui vient de l'étude de Ahrefs, de l'étude de SEMrush, machin. C'est la nôtre, en fait, basée sur nos contenus où on voit en fait les pratiques de nos utilisateurs. Vous le voyez ici, trafic mensuel selon le content score atteint, directement, vous voyez les différences par rapport, ou quand je dis de 70 à 90, vous voyez qu'il y a déjà un fossé de 90 à 100. Donc c'est pour ça que désormais, depuis qu'on a ces datas-là, à nos utilisateurs, on leur dit, c'est pas suffisant en fait finalement le 75, ton contenu il est super stratégique, pousse l'optimisation encore plus si tu peux. Et alors parfois c'est des bonnes discussions franches, ouais mais c'est difficile, machin. Oui mais il faut y aller parce qu'il y a encore des choses à aller chercher. Donc on va être vraiment force vive de proposition en fait là-dessus pour pousser à aller chercher plus de trafic. Après, dans notre plateforme, il pourra suivre ses performances, il les verra, ce sera vertueux par rapport à ça. Donc on a le trafic mensuel selon le content score atteint, le gain de trafic en article selon le content score atteint, en nouveau contenu et optimisation de contenu existant. Je ne vous apprends pas ce que c'est. L'optimisation d'un contenu existant, on va chercher mécaniquement plus vite du positionnement et du trafic. On est sur de l'optime. Sur le nouveau contenu, on va être plus long. Et pour la petite histoire, on connaît tous le délai entre 3 et 6 mois en fait, pour commencer à apparaître sur les SERP. Dans l'étude, je crois que ça y est aussi. On va plus ou moins le corroborer aussi avec ce qu'on a mesuré sur la plateforme d'optimisation sémantique. Et sachant qu'on commence en réalité à avoir des gains après 1 mois. Et le gain optimal d'un contenu de mémoire dans l'étude, vraiment optimal, il se fait à 10 mois en fait en réalité. Mais le 3 à 6 mois reste une valeur sûre qui fonctionne réellement en SEO. Donc voilà, ici c'était réalisé sur 20 000 URL qui ont été optimisés avec la plateforme. Donc là on sait que c'est vraiment des gains que nous on a obtenus. En 9, comment optimiser les contenus SEO depuis l'ensemble de ces outils ? Ça va être en fait tout simplement l'extension Chrome qu'on a dans CMJ, j'en ai parlé, c'est elle qui a les iChat, en fait, qui a le conversationnel, donc qui va fonctionner de manière intelligente, où je lui pose des questions, je lui repose une question, je lui demande de reformuler, etc. J'aime bien en parler de l'extension Chrome. Pourquoi ? Parce qu'on l'a développée pour un profil client à la base qui était les médias. Pourquoi les médias ? Moi, je comprends bien en fait la logique finalement, parce que les médias nous ont dit « Ouais, mais mes journalistes, en fait, ils n'aiment pas travailler dans une plateforme externe, ils aiment bien travailler directement dans le CMS. » En fait, pourquoi les journalistes ils aiment bien travailler dans un CMS plutôt que dans une plateforme qui est très agréable ? Notre plateforme elle est très ludique, elle est très chouette à utiliser. Parce qu'un journaliste, en fait, il est challengé à nombre d'articles, parfois, par jour, en fait, tout simplement. Donc il n'a pas le temps, en fait, en réalité. Moi, je vous donne un exemple. Quand moi, j'étais journaliste, j'ai été rédacteur en chef, j'étais en print, et mes rédacteurs, ils avaient un quota 16 pages à remplir par mois. C'était obligatoire, c'était comme ça, c'était contractuel. C'est pas facile de faire 16 pages de print par mois, en réalité. C'est même, ça peut être très, très complexe, dépendant de sur quoi on bosse. Si on bosse sur un dossier de 16 pages, c'est plus simple que sur plusieurs dossiers de 4 pages, évidemment. Mais il y a cette notion de temps dans le journalisme qui est très importante et de volume en fait, de production et vraiment ces objectifs-là. Donc,
on nous a tout de suite fait remarquer, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour connecter directement CMJ à nos CMS en fait. Partant de là, on a développé une extension Chrome qui donne en fait toutes les recommandations en fait qu'on va trouver dans la plateforme, qui va permettre de travailler. Ils travaillent directement dans le CMS, ils ont le content score qui évolue et ils peuvent aller chercher le fameux 90 dont on parlait tout à l'heure. Et pour vous donner une idée, j'ai pas mal de gros clients médias. Hein. Chez CMJ, on accompagne des gens comme Ouest France. On en a vraiment beaucoup maintenant. J'en ai pas un qui a pas l'extension en fait, parce que l'extension est optionnelle en fait chez CMJ. Elle n'est pas forcément intégrée dans la plateforme. Tout le monde en fait a pris l'option parce que c'est vital en fait pour eux. Et en fait, elle est compatible avec tout ça, donc c'est important de le préciser. On va travailler par exemple aussi sur du Google Docs, sur du Notion, et on va la raccorder en fait finalement à peu près tous les CMS du marché. Ils ne sont pas tous là, hein, je vous assure, il y en a 200 je crois au total, et adaptation sur les CMS maison, parce que les médias ont généralement aussi des CMS maison, donc super important par rapport à ça. Et dans HubSpot, elle va fonctionner aussi dans plein de choses. C'est un outil extrêmement pratique, qu'on utilise nous-mêmes en fait au quotidien, et pour la petite histoire j'utilise moi-même pour mon blog parce que ça me permet de faire les optimisations de mes articles, donc très pratique. Et enfin suivre la performance de ses contenus et mesurer les impacts de ses efforts. Et ça, c'est encore une fois un cas d'usage, 3 ans et demi de CSM chez CMJ. J'ai pu constater quelque chose, c'est que finalement, j'avais assez peu d'utilisateurs et assez peu de clients qui accordaient de l'importance au suivi de performance. Et c'est hallucinant. On a plusieurs onglets en fait dans la plateforme et on a un onglet rapport. Et on s'est aperçu, parce que forcément, on regarde un petit peu les usages, que ça cliquait pas sur rapport. Et on a parlé justement avec Nicolas Nguyen qui disait mais c'est pas possible en fait, on peut pas faire du SEO sans faire de KPI. Si, et beaucoup en fait finalement de gens trouvent leur compte là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné du temps sur l'optimisation des contenus, ils ont publié, ils sont contents en fait là-dedans. Et finalement ils en oublient un peu de suivre toute cette notion de performance. Est-ce que finalement je gagne du clic? Est-ce que finalement je gagne de la position? Et surtout, est-ce que je gagne des conversions? Ça, on va les suivre en fait nous par exemple là-dedans. Et on a maintenant changer un peu notre approche par rapport à ça, et on a changé finalement la manière dont on présente les rapports, parce qu'on s'était aperçu que finalement les gens n'y accordaient pas beaucoup d'importance. Donc on insiste énormément aussi aux onboarding, suivez les performances de vos contenus, c'est super important parce que ça va vous aider à voir ce qui marche pas. Si vous êtes en train de produire sur des thématiques qui ne sont pas porteuses pour vous, alors qu'en revanche, peut-être que vous travaillez une page sur une thématique et elle cartonne et vous n'avez pas exploité en fait toute cette thématique et tout le potentiel de cette thématique. J'ai fait un audit sémantique avec mon ex-manager Marine Pacotte un jour. On a travaillé sur une banque. On s'est aperçu qu'ils travaillaient une thématique sur laquelle ils étaient hyper confort parce qu'ils maîtrisaient le sujet, ça leur rapportait aucun clic. Et toutes les thématiques porteuses, ils passaient à côté. Une fois qu'ils ont écouté en fait toutes les requêtes d'audit sémantique, ils ont fait des contenus qui leur plaisaient moins, mais ils sont allés chercher du trafic pour le coup et de la position. Et c'est souvent des choses qu'on constate. 49% des content marketeurs ne connaissent pas la performance de leur contenu. Ça, c'est une étude WordPress 2022, c'est pas nous qui l'avons inventé. Et je peux vous assurer que nous, on la constate aussi au quotidien. Mais nous, on change ce mindset-là dès le départ. Dès la réunion de lancement, maintenant, on dit on va suivre les performances et on va les suivre avec vous, en fait. On va les regarder. Et après, on leur présentera des analyses de gains. Et je vous invite, puisque vous êtes ici, à regarder le replay, en fait, de la conférence en cours de notre cofondateur Nicolas Nguyen, parce que c'est exactement de ça dont il parle. C'est comment suivre efficacement les performances de vos contenus. Et Nico, il est hyper data, c'est vraiment un data scientist pour le coup, il va donner plein de clés en fait par rapport à ça. Donc très important en fait, suivez les performances dès le départ, intéressez-vous à ça. Évidemment, les attendez pas trop vite, c'est du SEO, c'est ce qu'on a dit. Faut être patient en fait là-dessus. Tout dépend de votre autorité de domaine. Pour l'anecdote, quand j'avais dit à Ouest France, j'avais rappelé le délai SEO, il me fait pop, j'ai 84 d'autorité de domaine, je t'assure, moi 3 et 6 mois ça n'existe pas, nous ça peut être 2 heures pour le positionnement. Donc voilà, ça va dépendre de l'autorité de domaine qu'on a évidemment. Donc voilà, et on va arriver à la question, et j'en ai choisi une pas facile. Si quelqu'un veut gagner un mug, c'était quoi? Dans les slides, elle est vraiment pas simple. Les 2 étapes prioritaires pour créer un contenu compatible, helpful content. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, t'as gagné une tasse, quoi. Voilà, elle a bien suivi. Donc voilà, bravo. C'est quoi ton prénom? Bravo, Johanna. Et merci aux sponsors, ça c'est quand même super important. Donc NetThinking, de Switch, tout le monde, et évidemment CMJ aussi. Et est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a un petit peu de temps en fait pour des petites questions-réponses? Vas-y. Quand on réfléchit à une montée d'un contenu existant qu'on a déjà travaillé dans CMJ, on remarque que quasiment tous les
Très bonne question. J'ai énormément cette question-là en fait au quotidien. C'est finalement c'est quoi les bons délais en fait de rafraîchissement d'un contenu. Tout va dépendre de ta capacité de production. J'en parlais tout à l'heure évidemment. Est-ce que tu es en capacité d'optimiser régulièrement? Quel est le challenge que tu as en face de toi? Est-ce que tu es sur des SERPs qui sont très volatiles, qui sont très attaqués parce qu'il y a énormément de mouvements, parce qu'il y a énormément d'optimisation? Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, si je suis sur un client qui est dans l'assurance, qui travaille par exemple de l'assurance auto, regarde tous les mois les mouvements de la SERP. Tous les mois, c'est vraiment une bonne pratique. Relance, rafraîchis en fait dans ta plateforme. Regarde si quelqu'un de nouveau est apparu. Toujours se méfier, ce que j'appelle le syndrome mano-mano. Je pense que tout le monde connaît à peu près les cas mano-mano. C'est un acteur de l'outillage qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ils n'existaient pas. En 2 ans, ils ont vraiment ratissé les SERP outillages. Ils se sont placés top 3 à peu près partout. Forcément, si vous êtes Castorama et que vous voyez arriver un mano-mano comme ça, faut se poser tout de suite des questions d'optimisation de tous les contenus de tous les côtés, parce qu'eux, ils ont envoyé vraiment du lourd là pour le coup. Et ils optimisent très régulièrement. Si on prend, je prends un cas qui est chez CMJ, vous connaissez tous les furets. Les furets, ça envoie en optimisation. Ils optimisent très très régulièrement les contenus. Ils ont les moyens en fait de le faire aussi. Donc si on n'en a pas les moyens, on va se concentrer sur nos mots-clés les plus stratégiques, on va essayer de le faire tous les mois. Après, peut-être que ça n'aura pas bougé, mais je vous donne un cas en fait, que j'ai eu tout simplement. C'est un acteur aussi de l'assurance et il voulait ranker sur une requête hyper concurrentielle. Et en fait, dans la plateforme, il avait obtenu un content score directement, nativement, sans jamais optimisation. Dès le début, quand on l'a onboardé, il avait 84 en fait, sur son contenu en content score. Donc il s'est dit 84, j'y touche pas, celui-là, effectivement, il n'est pas prioritaire, il a 84. Donc il était bien optimisé, bien positionné. Et au bout de 6 mois, en fait, moi je fais souvent des tours dans les plateformes de mes clients, et je suis allé regarder, j'étais rafraîchir moi-même, et il avait 63. Il s'en était pas aperçu, et du coup, pareil, hein, dans ces cas-là, nous on les appelle, en fait, et on fait, là j'ai remarqué un truc, je pense qu'il y a peut-être un potentiel d'aller optimiser. Dans mon métier au quotidien, je donne pas mal d'astuces par rapport à ça, sur l'identification des contenus obsolètes, le rafraîchissement. Bientôt, dans la plateforme, on va mettre des alertes automatiques, en fait, pour rappeler justement aux gens de mettre à jour des content scores. On n'a pas encore exactement défini comment on le fera, mais c'est quelque chose qui est prévu et qui nous est d'ailleurs beaucoup demandé et qui est à l'étude actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on est bien positionné, mais que le content score n'est pas bon, c'est un cas réel, il faut changer de contenu ou pas ? Position numéro 1, mais le content score n'est pas top. Alors, ça dépend en fait de ce que tes concurrents ont comme content score eux-mêmes, en fait. En fait, tu peux le faire dans la plateforme. Tu prends leur contenu sur leur site, tu le copies-colles, tu le mets dans la plateforme et tu vois le content score qu'ils ont. Et pour la petite histoire, c'est une fonctionnalité à venir hein, qu'on mettra très probablement dans la plateforme aussi, mais tu peux déjà le faire en faisant simplement un copier-coller du texte édito et tu vois tout de suite le content score que CMJ attribue. Si les content scores sont tous finalement négatifs, il y a tout intérêt à optimiser, mais optimiser intelligemment. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on met dedans. Ne pas changer l'angle, évidemment, parce que l'angle, il a fonctionné. Par contre, regarder ce qui est recommandé dans la plateforme et le faire monter. C'est vrai qu'on a des cas où, dans ces cas-là, on ne va pas forcément chercher le 75, mais mettre le maximum qu'on peut sans changer l'angle du texte. Parce que si tu es bien positionné, il faut faire attention par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce qu'on est tout bon? Conjuguer ou pas conjuguer le verbe du CTR? C'est de l'infinitif, hein, généralement. De manière générale, chez tout le monde, c'est plutôt de l'infinitif. C'est une règle en fait, que j'ai appris dans mon métier. Moi, au tout début, en fait, j'étais pas CSM chez CMJ, j'étais chef de projet édito et je travaillais au pôle édito et on avait beaucoup ces questions-là. Et en fait, on avait appris de certains clients qui avaient fait énormément d'A/B testing. Ils avaient fait toutes les tournures possibles et imaginables en fait, sur les call to action. Et là où ça cliquait le plus, c'était vraiment sur les infinitifs. Pour la petite histoire, hein, je donne un exemple, c'est un peu du call to action finalement quand on est sur une SERP. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote du bleu de Google sur les SERP. Ça va vous donner une petite histoire à raconter qui est sympa. Google fait énormément d'A/B testing. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous n'avons pas toujours les mêmes SERP en réalité. Et moi par exemple, j'ai plus de page 2. Je ne sais pas si vous avez vu, je sais qu'il y a des gens qui ont encore des pages 2. Moi, j'ai plus de page 2. Hein. J'ai comme sur mobile, sur Desk, j'ai voir plus de résultats. Ça n'existe plus, la page 2 chez moi. Et ça, c'est de l'A/B testing, parce que des gens sont encore avec le 1, 2, 3, 4, 5. Et au tout début de Google, en fait, ils se sont dit, puisqu'ils sont très data science, en fait, Google, quel bleu on choisit? C'est quoi le bleu qu'on choisit? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
bah, ils ont mis 80 nuances de bleu différentes chez plein de gens différents. Donc chez des millions de gens différents, vous n'aviez pas le même bleu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monitoré sur quel bleu ça cliquait le plus, en fait. Et puis ils ont gardé ce bleu-là, en fait, tout simplement. Et c'est parce que ça va très loin, en fait. Eux, ils partent du principe cognitif, bah, ce bleu-là, il fait plus cliquer, puis ils ont la preuve, en fait, ils ont la preuve data que ça fonctionne. Et c'est un peu le même, les cas qu'on va retrouver. Pareil, les call to action, on va pas mettre n'importe quelle couleur. Les couleurs, ça va être important aussi. Il y a des gens qui les travaillent en bleu, la norme, c'est beaucoup de rouge. Et après, nous, par exemple, on va les raccrocher à notre charte graphique, ce qui est plutôt logique aussi. Mais en attendant, il y a des couleurs qui marchent, il y a des couleurs qui marchent moins bien, donc hyper important de faire aussi attention à ça. Et ça, c'est pareil, c'est d'où l'intérêt des audits CRO, donc ce qu'on appelle les audits Conversion Rate Optimization. Si on voit que quelqu'un, en fait, bah, pas mis un verbe à l'infinitif, n'a pas placé le call to action où il fallait, peut-être que la couleur n'était pas assez bonne, il y a plein de règles par rapport à ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on est tout bon? Vas-y. Du coup, l'optimisation, pour les rentrer un peu, enfin, pour les faire remonter la position, ce serait toi, au-delà de faire du contenu à côté informationnel pour essayer de mailler et de faire des call to action? Du cocon sémantique. C'est poussé avec du cocon, dans ces cas-là, c'est toujours beaucoup mieux. Tu peux mettre un peu de contenu informationnel sur la page Transact et c'est bien, c'est une bonne pratique, ça marche très bien. Mais derrière, de toute façon, s'il y a de l'enjeu stratégique, au-delà du fait, même si tu n'es pas menacé ou si tu ne te sens pas menacé sur une SERP, il faut faire du cocon. Pourquoi? Parce qu'il faut solidifier le contenu et parce que tu prends de l'avance. Parce que quand le concurrent il va vouloir y aller, il va faire une étude de la SERP, il va voir que tu as un cocon et il va peut-être se dire merde, j'en ai pour un paquet de temps à y arriver et il va peut-être se décourager à travailler autre chose aussi. Tout va dépendre des enjeux, mais tu vas prendre de l'avance dessus. Donc du cocon avec d'autres fiches, d'autres pages Transact Non, avec des pages informationnelles. On va essayer de travailler énormément d'informationnel et on va siloter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est super important. Ce que je vous disais tout à l'heure dans mon client qui disait j'ai fait du maillage à partir de mon blog, et moi je lui ai dit mais en fait tu ne dois pas faire ça parce que ça c'est pas un cocon. Ce que tu peux faire, c'est prendre les pages de ton blog, faire un inventaire de l'existant, tu prends les pages qui correspondent au cocon, tu les déplaces dans l'arborescence, tu retires les liens en fait, qui on n'envoie pas en fait, sur le cocon, tu silotes, en fait, ce qu'on appelle le silo en SEO, et tu le rends étanche, et on ne sort pas de la thématique. Et dans les workshops qu'on fait notamment sur le cocon sémantique, on dit de bien siloter par rapport à ça, de ne pas laisser fuir les liens. On ne parle pas des liens de menu ici, les liens de menu, il n'y a pas de souci, il ne faut pas les obfusquer, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui le font encore, mais ça n'a plus vraiment d'intérêt. Mais par contre, des liens de content, en fait, tout simplement, on essaye de rester dans le cadre du cocon, de ne surtout pas en sortir. Si vous faites sortir un lien du cocon, vous faites sortir Google du cocon. Et le Googlebot, du coup, il reconnaît plus ça comme un cocon sémantique et vous n'avez plus l'autorité que vous cherchez à avoir. Et de la même manière, pour l'internaute, c'est chouette, en fait, il se balade de lien en lien et vous verrez que vous aurez un temps de rétention à la page qui sera bien meilleur aussi par rapport à ça. Et n'oubliez pas de faire des encres optimisées. Je ne l'ai pas dit ici, mais c'est super important. Arrêtez les à lire aussi, les en savoir plus dans le contenu. Il ne faut pas faire ça. Vraiment, dites de quoi ça parle dans vos liens, c'est super important. Même si le lien il vous paraît absurde parce qu'il fait toute une phrase de 10 mots, c'est pas déconnant. C'est important et pour l'internaute et c'est important pour le Googlebot parce qu'il fait de la correspondance sémantique automatiquement grâce au lien. Voilà, je crois qu'on a fini. Donc merci à toutes et à tous.